Voici la deuxième partie de nos émissions sur Ayrton Senna et nous allons vous parler de l'ère McLaren, cette ère légendaire. C'est vrai que c'est bon, c'est évidemment là qu'il décroche ses 3 titres mondiaux, Ayrton avec les fameuses McLaren Honda, les rouges et blanches. Il y a ce formidable duel avec Alain Prost. C'est l'âge d'or de la F1, on le disait à la fin de la séquence précédente, parce que on n'a jamais eu dans l'histoire de la F1 2 pilotes de ce niveau-là qui ont pu se battre à armes égales dans la même équipe. Et il faut quand même rendre hommage à Ron Dennis qui est parvenu à les convaincre tous les deux d'abord, à fournir le matériel le plus compétitif qui soit, et pour cause, ils ont fait le vide autour d'eux. Et donc on a eu cette chance il faut rendre de hommage vivre un affrontement. à Alain Prost aussi, c'est-à-dire que Alain Prost, c'est lui qui a conseillé à Ron Dennis d'engager Senna. Il a accepté un deuxième coq chez McLaren. Et puis, il lui a fait le loup dans la bergerie. Tout à fait. Et puis, il lui a donné du fil à retordre. En 1988, il gagne 15 Grands Prix sur 16 à eux deux. C'est 8-7 entre eux, donc ils sont assez proches. Et Ayrton, il n'avait qu'une obsession, c'est d'écrabouiller Alain Prost, le professeur. C'était d'abord le titre mondial. Oui. C'était d'abord le titre mondial, ça c'était vraiment son objectif. Et en 88, ça se passe encore pas mal avec Alain, avec vraiment l'obsession du titre pour Ayrton. Rappelons quand même que Ayrton était plus rapide en qualif, généralement, mais il y a quand même quelques fois où Alain montre sa pointe de vitesse. Alain travaille plus pour la course, la mise au point. Alain avait vraiment la science de la mise au point. Voilà. Et le dimanche, souvent, Alain était plus rapide ou était plus performant, ou Ayrton faisait des erreurs, à Monaco, on s'en souvient. Mais il ne faut pas oublier qu'en 88, Senna est peut-être champion du monde, mais c'est quand même Alain qui a marqué plus de points que Senna. Et c'est parce qu'à l'époque, le règlement faisait qu'on comptait que 11 résultats sur 16, ce qui est quand même un peu... très bizarre à l'époque, mais c'est bizarre pour l'époque. Enfin, c'était le règlement. Mais en réalité, ce titre-là, ok, c'est le premier titre d'Ayrton, décroché à Suzuka dans des conditions... là, il devient un dieu vivant pour les Japonais. Émouvant, parce qu'il rate son départ, il part 14e, il fait une remontée incroyable. Et là, il va chercher ce titre vraiment à l'arracher. Il dépasse Alain, c'est un dépassement d'anthologie, dans la naissance de Suzuka, le fameux premier virage de Suzuka, où ils vont se retrouver 2 ans plus tard. Et voilà, il décroche ce titre mondial, et quelque part, on se dit, ok, c'est un aboutissement, c'est un soulagement pour lui, mais une fois qu'il est champion du monde, la rivalité avec Prost devient quelque part plus exacerbée encore, parce que là, maintenant, ils ont fait le vide autour d'eux, donc finalement, ils n'ont plus qu'un seul rival, c'est l'autre. Mais ça devenait une obsession. D'ailleurs, il n'appelait jamais Alain Prost, il l'appelait le Frenchman, le français. Ouais, le français. Il n'appelait pas par son nom. Ça c'est en 89. En 89, oui. C'est après leur, leur mésentente. Et ça a démarré à Imola, toi tu y étais. Absolument, absolument. En fait, donc, il y avait un pacte de non-agression entre eux, que Ayrton avait, semble-t-il, souhaité. L'idée, c'était, voilà, ils étaient en première ligne, celui qui prenait le meilleur départ, eh bien, ne devait pas se protéger au premier virage, son équipier se contenterait de le suivre, et au bout du premier tour, la course pouvait vraiment commencer. Et là, Ayrton, tu es d'accord? Pour éviter les embrouilles. Il brise le pacte. Alors, il brise le pacte. Ayrton considère qu'il n'a pas brisé le pacte parce que c'était pas le départ, c'était le deuxième départ, il y avait le drapeau rouge, enfin il joue un peu sur les mots, il y avait l'accident de Gerhardt avec la Ferrari. Et il passe Prost alors que l'accord était de ne pas se passer Alain au premier était tour. fou de rage, et au point qu'Alain rate sa course. Oui. Donc la trahison pour Prost, c'est ce jour-là, Senna qui donne un coup de canif dans le contrat, et Alain en perd ses moyens. Il fait une très mauvaise course, il fait un tête à queue, il termine à 40 secondes d'Ayrton, il est livide sur le podium. Oui. Et il va voir Ron Dennis, et il monte au front, Prost, pour dire ça ne peut pas se passer comme ça. Donc là, le combat devient un peu plus politique, plus lutte d'influence. Alors, la semaine suivante, ils sont à Pembrey, le petit circuit du Pays de Galles, pour faire des essais avant Monaco. Et ils sont là tous les deux. Et c'est la première fois qu'ils se revoient après la trahison d'Imola, entre guillemets. Et Ron Dennis est appelé à la rescousse pour arbitrer un peu le duel. Il se fait que ça s'est mal passé à Pembrey. Il y a eu vraiment voilà, de la rancœur, de l'amertume, des larmes même. Bon. Et en tout cas, ce qui était sorti de là, c'était on n'en parle plus, l'incident est clos,
on n'en parle plus, ça reste entre nous. Et à Pembrey, ils étaient entre eux. Bon, il se fait qu'en arrivant à Monaco, 3 jours après, Ayrton découvre dans l'équipe un papier de notre ami Johnny Reed, où Alain s'était épanché malgré tout. Oui, voilà. Bon, alors est-ce qu'il l'avait fait off? Est-ce que Johnny avait tout à fait... Ben, bon, peu importe les raisons, le résultat était là. Et là, c'est Ayrton qui s'est senti trahi. Et à partir de là, bon, ben, c'était... c'était foutu pour la relation. Consommé, tout à fait. Jusqu'en 94, où... Bon, je fais un petit raccourci là, mais il y avait quand même une grande estime entre ces deux pilotes. Fin 93, on y reviendra. Mais fin 93 déjà, il y a, c'est ça, il y a, rapprochement. Il y a le rapprochement. Parce qu'Ayrton, c'est vrai que tout immense champion qu'il était, il avait besoin d'un Prost pour se mettre en valeur, et il n'a pas pu trouver mieux, parce qu'Alain était un immense champion, 4 fois champion du monde, et donc il avait besoin Alain, et une fois qu'Alain avait pris sa retraite, il lui manquait, et il avait remarqué, mais là je fais un raccourci évidemment. Là tu vas un peu loin, oui. Enfin, où tu es déjà à la fin de l'histoire, alors que la beauté de ce duel, c'est que, aussi bien en 88-89 chez McLaren, que même en 90 quand Prost est chez Ferrari, on a la quintessence d'un combat sportif à la loyale, franchement, même si tous les coups sont permis, on l'a vu. Et je dirais, ce sont deux super talents. C'est très rare dans une même génération d'avoir deux pilotes de ce niveau-là, de les retrouver effectivement ensemble. Et donc, il y a une émulation telle, il y a un nivellement par le haut qui fait que, effectivement, le troisième termine à un tour. Ils font le vide autour d'eux. En 88, c'est Thierry avec la Benetton, mais qui termine à des années-lumière à chaque course. Et voilà, il gagne 15 Grands Prix sur 16. L'année suivante, c'est à peu près pareil. Bon, il faut dire que toutes les conditions étaient réunies parce qu'il y avait la McLaren dessinée par Gordon Murray qui était une descendante de l'Allemande, il y avait le moteur Honda, il y avait les deux meilleurs pilotes, il y avait les plus gros budgets. Donc là, à ce moment-là, Thierry roule avec un Atmo, il faut se souvenir. Bien sûr. Donc à ce moment-là... Enfin, les Ferrari, derrière, Alboreto, il y en a deux. Heureusement qu'on avait ces deux immenses pilotes qui se tiraient la boue et qui étaient tellement différents. D'un côté, il y avait Ayrton qui était l'attaquant né, le pilote, enfin c'est Dieu avec 4 roues, quoi. Et Alain Prost, le professeur, le bon metteur au point, le type intelligent, et qui finalement le résultat était vraiment très équivalent. Voilà. Et on se rend compte que voilà, si Ayrton était plus rapide sur un tour, ou l'exercice de la qualif, il adorait ça, hein, la performance intrinsèque, Alain, lui, raisonnait vraiment en termes de résultats brut, et il savait très bien que c'est en travaillant pour le dimanche et en gagnant le dimanche qu'on marquait des points. Il faut se souvenir quand même qu'il y a quelques années d'écart entre eux. C'est vrai. Et que Prost avait connu quelque part le rôle d'Ayrton avec Niki Lauda chez McLaren auparavant, et qu'il était lui le plus rapide en qualif, et que c'est Lauda qui était le professeur et qui lui montrait la voie à suivre le dimanche. Et que, alors ils se sont effectivement confrontés, on a eu ce duel merveilleux, mais ils n'étaient pas au même stade de carrière, ils n'avaient pas le même âge. Alain avait quand même une maturité et une expérience différentes. Et tout le monde sait que dans la carrière d'un pilote, eh bien, les années passent et on est peut-être moins rapide le samedi, mais on est meilleur le dimanche. Enfin voilà, il y a cette dimension-là aussi qui rentre en ligne de compte. Le fait qu'Alain quitte McLaren fin 89, dégoûté par l'ambiance et par effectivement, c'était caricatural, hein. Ils ne se parlaient plus, les ingénieurs entre eux devaient traduire ce que l'autre disait. Enfin. Ce qui est intéressant aussi, peut-être, excuse-moi de t'interrompre, c'est qu'il y avait ce problème Balestre. Et que Balestre avec Senna, ça ne marchait pas. Balestre prenait le côté de Prost. Et ça j'imagine, tu l'as vécu. Alors, ça c'est la caricature, hein, qu'on montre dans le film, hein, et qui est un peu caricaturée dans le film, parce que Balestre était la caricature de lui-même, hein, rappelons-le quand même. Mais en même temps, c'est vrai que Senna s'est dit, Balestre joue le jeu. Ça a exacerbé. C'est les Français entre eux, etc. Ce qui n'était pas tout à fait vrai. Ayrton était un peu parano, Alain aussi, hein, dans son genre. Je peux vous dire qu'à l'époque, on était pro-Senna ou pro-Prost, mais on ne pouvait pas être pour les deux, et on était très rare à avoir accès aux deux. Hein, moi je me souviens, j'avais ce lien avec Ayrton, parce que voilà, je l'avais connu dès la Formule Ford, et puis que je lui avais parlé portugais, et puis voilà. Donc on avait une relation amicale, et Alain, je le connaissais de l'école de pilotage du volant Elf, au Paul Ricard, et j'ai connu Alain, donc, et Ayrton d'ailleurs, avant qu'ils soient des stars. Et quand on a une relation amicale de copains, parce qu'on était plus ou moins de la même génération, etc.,
avant que les mecs deviennent vraiment des vedettes. Bon, ben une fois qu'ils sont des vedettes, quelque part, ils ne peuvent pas non plus vous traiter comme un journaliste, comme un autre. On était quand même des copains. Et j'ai pu garder cette relation avec les deux pilotes pendant toute cette période hyper tendue où effectivement on était dans un camp ou dans l'autre, mais on ne pouvait pas être un journaliste objectif ou neutre, il n'en était pas question. Et voilà, il y avait Lionel Froissart qui était copain avec Senna, Il y avait une et énorme donc avec tous les Prost, deux. voilà, et puis la bande Rive-Moncé qui était copain de Prost, donc qui pouvait en aucun cas être voilà, proche de Senna. Enfin, c'était incroyable, c'était assez amusant avec le recul du temps, mais c'était une ambiance tout à fait particulière. Et Alain va chez Ferrari, qui est quand même aussi un très très beau challenge. Hein. C'était des voitures magnifiques, hein, parce que c'est McLaren, un moteur Atmo. Hein, quand ils sont passés en Atmo avec le V12, et puis, enfin le V10 et puis le V12, ou les Ferrari de John Barnard, C'était magnifique. 639, 640, c'est quand même des chefs-d'œuvre de design en F1. Et Alain, il réussit pratiquement son pari, Voilà. parce qu'il va chez Ferrari pour remporter le titre, et ça passe très près. Quoi. Oui, parce qu'il gagne 5 courses et que voilà, si Ayrton ne le met pas dehors, le championnat peut jouer encore sur le dernier Grand Prix en Australie. Ayrton règle un peu ses comptes par rapport au fameux final de 89 à Suzuka, où Alain a fait simplement annoncer la couleur en disant que lui, il fermerait la porte. Il ne fallait pas espérer enfoncer la porte. Bon, Ayrton avait tenté le dépassement kamikaze, et Alain, il a fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'il claque la porte. Alors bon, on peut polémiquer là-dessus, on en a parlé pendant des années, on continue à en parler. Quelque part, il y a match nul, hein, on voit bien que, en tout cas, la manière dont Ayrton avait réglé le compte l'année d'après, ça c'était... c'est quand même du jamais vu. C'est du jamais vu, et là, sincèrement, il avait dépassé les bornes, Oui. parce que c'était dangereux, c'était antisportif, c'était exagéré. Il avait ruminé ça pendant 1 an, ça peut se comprendre, mais là, il avait dépassé les bornes, et là, on se rend compte que cette ambition démesurée, cette victoire à tout prix, c'est un peu fou. Et puis c'est une facette de la personnalité de Ayrton aussi, où effectivement, il y a un moment où voilà, il avait sa conviction, sa vision des choses, et il ne pouvait pas imaginer une seconde. Il n'avait pas encore peut-être cette maturité d'homme pour faire la part des choses. Il était dans un combat, vraiment. Et si c'était combattre le reste du monde, il allait combattre le vrai le reste gladiateur, du monde. c'est Tout à vrai. fait, tout à fait. Et le côté parano, effectivement, l'Estre, machin. Alors, à raison dans certains cas, dans certains exemples, pas toujours en réalité. Bon, mais il se pose quand même un peu, il gagne. Alain, donc finalement chez Ferrari, échoue. Il faut dire que chez Ferrari, c'était Grande des Casinos à l'époque. Hein, le commendateur est mort et c'est une succession pour le moins houleuse qui se passe entre les responsables de Fiat, de Ferrari. Bref, Ayrton gagne encore en 91, où Alain est un genou à terre. Alain se retrouve, hein, on s'en souvient, en 92, en année sabbatique contrainte et forcée. Et en 92, les Williams commencent à dominer outrageusement parce qu'ils avaient la suspension active et Mansell est champion du monde haut la main. Et là, Ayrton se met en tête, ça devient aussi une obsession, qu'il doit passer chez Williams. Il doit passer chez Williams. Et ce qui est cocasse, c'est que... Déjà en 91. c'est que Prost lui grille la politesse à nouveau. Et dans le fond, prend le volant Williams pour 93. Prost joue très bien le coup, politiquement, avec Renault, Elf, et Williams n'a pas trop le choix. Et Prost est titré en 93. Senna devient fou, malgré qu'il a fait une saison 93 magnifique, avec 5 victoires, avec la McLaren Ford. C'était 93, c'est une plus belle saison. Mais avant ça, rappelons quand même que, bon, il gagne 91, où Mansell a déjà la meilleure voiture, franchement. Et puis 92, là, il n'y a pas match. Il est frustré, Ayrton, par cette situation, mais il évolue, il prend de la bouteille. Hein, il fait un peu la part des choses. Il envisage même, parce qu'il y a eu ce problème avec effectivement la super licence, avec Balestre, il envisage même d'aller en IndyCar avec l'essai de la Penske de son ami Emerson Fittipaldi. Il court 92, 93, il est contraint de rester chez McLaren en 93. Là, il a les boules, hein, parce qu'Alain, son ennemi, le Frenchman, le Frenchman, à la lui, bonne voiture, il a la politesse, comme tu dis, et avec cette voiture-là, effectivement, il gagne le championnat assez facilement, même si c'est moins facile qu'en 92, parce que la voiture est quand même moins
moins dominatrice que l'année précédente. Mais il fait peut-être sa plus belle saison en 93, je suis assez d'accord, avec la McLaren, avec le moteur Cosworth Lion qui rendait 80 chevaux aux autres. Il fait des courses absolument splendides. Il se pose aussi sur le plan personnel. Voilà, il a Adriane, cette jeune brésilienne, qui l'apaise complètement. C'est un autre roman en 93, Ayrton. Quelque part, il est dans la plénitude de ses moyens, de son succès. C'est là qu'il lance les projets de fondation avec sa sœur. C'est là que il prend une dimension nouvelle. Et voilà, on a autant de regrets évidemment qu'il ne soit plus là après ça. Et là, l'histoire avec McLaren se termine quand même de manière magnifique. C'est que en 93, on est au Grand Prix d'Australie. Avec une auto, qui est quand même, je rappelle, 80 chevaux de moins. Il gagne à Suzuka, Oui. et il gagne à Adélaïde en faisant la pole. Il fait la pole à Adélaïde avec une auto qui est quand même à des années. Et il fait une course extraordinaire. Et on sait qu'Alain Prost va prendre sa retraite en fin d'année. Pourquoi ? Parce que Williams a engagé Senna. C'est Et la seule raison. Alain avait un contrat de 2 ans, et bien la deuxième année, il ne l'a fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a Senna qui arrive. Voilà. En tout cas, Alain se retire en pleine gloire, et ça, il est malin de le faire avec son 4e titre assuré. Il se retrouve sur le podium avec Senna. Et là, on voit une magnifique image, c'est qu'on sent cette connivence, cette amitié, ce respect surtout entre ces deux immenses champions. Il y a de l'estime, et il y a de la complicité, même parce que je me souviens de la conférence de presse, par exemple, à Adélaïde, après le podium, où ils se marrent. Ils se marrent en moquant Ron Dennis tous les deux. Enfin bon, bref. Et puis bon, on arrive en 94, malheureusement, la fin de l'histoire, la dernière ligne droite. Tout le monde la connaît, donc on va pas... tout le monde, on a raconté ça dans le merveilleux film Senna, le film biographique. Donc, la seule chose que je voudrais dire, c'est que Ayrton en 94, il fait 3 pôles, et quelque part, il meurt en étant en tête. Et donc, ça montre tout. Ça montre toute l'histoire d'Ayrton. Ça montre qu'Ayrton, il avait sa place que devant. Et bon, malheureusement, on se souvient tous du 1er mai 94, et ça nous a très fort marqué. Il rentre dans la légende aussi en mourant au combat. On parlait de son statut de combattant. Voilà, et il meurt en faisant la course en tête. Alors, le seul regret qu'on peut... Enfin, le seul regret, évidemment, les regrets sont immenses. Moi, ce dont je me souviens, c'est qu'effectivement, Ayrton, au Grand Prix du Pacifique à Jeddah, le Grand Prix qui précède Imola, il s'accroche au départ. En réalité, c'est Hakkinen et puis Larini qui lui rentrent dedans. C'est Hakkinen qui lui rentre dedans. C'est pour ça qu'il se retrouve dans le bac. Et il revient à pied. Moi, je suis en bord de piste parce que je faisais le pit reporter pour TF1 à l'époque. Et il revient à pied et il est furieux. Il dit... Tiens, on va écouter la Benetton. Il reste en bord de piste au lieu de rentrer au stand. Il reste en bord de piste à la sortie de l'épingle. Écoute la Benetton, écoute. Et effectivement, on entend l'antipatinage, le fait que le moteur est bridé à l'accélération. Tu vois, il était foudrage, et tu vois, il triche, je le savais, machin, on avait dit aux essais, mais là, je l'entends, moi, je vais tout de suite à la direction de course, je vais tout de suite dire à Franck qu'il faut poser réclamation, etc., etc. Il était hors de lui. Effectivement, il va directement chez Roland Brunzerhard et les prédécesseurs de Charlie Whiting, et puis surtout essayer de convaincre Williams et Patrick de poser réclamation, ce qu'ils ne font pas. Ce qui pose des problèmes. Ayrton n'est pas du tout à l'aise chez Williams. Il a passé 6 ans chez McLaren sur un piédestal, et il se retrouve dans une équipe où le pilote, c'est juste a piece of equipment, comme et puis il a la malchance que cette voiture de Newey, elle est mal née. Elle n'est pas encore... Elle est mal née, il y a un loup quelque part. Il n'y a plus les suspensions actives, il n'y a plus l'électronique. Et voilà. Et qui sait que cette voiture n'est pas aussi bonne qu'on le pense? Et qui sait que chez Williams, le pilote n'est pas traité humainement de la même manière que chez McLaren? Avec qui seul peut-il partager ses états d'âme? C'est avec Alain. Et il a plusieurs conversations téléphoniques avec Alain au printemps 1994, jusqu'évidemment au fameux message d'Imola dont tout le monde se souvient, à Miss You Alain. Alors, petite anecdote pour finir, à Miss You Alain, ce message qu'on n'a pas mis dans le film, malheureusement, moi je le regrette, mais enfin bon, c'était pour des raisons techniques. Moment très poignant pour moi. Moment poignant, moi je m'en souviens très bien parce que je suis à Imola forcément à TF1, on enregistre cette séquence le samedi matin et c'est dans son tour d'installation en réalité qu'il fait son commentaire
pour TF1. Et avant, enfin en réalité, moi je reviens samedi midi et il y a Yves Géniès, mon collègue, dans la cabine d'à côté qui me dit « Tiens, je suis en train de traduire le tour d'Ayrton, mais je comprends pas bien ce qu'il dit, viens écouter, etc. » Parce qu'il dit un truc avant, mais on commence au passage de la ligne, quoi. Mais il dit quelque chose avant, dans la chicane avant, je comprends pas bien ce qu'il dit. Il parle de Monsieur Alain. Comment ça, Monsieur Alain? Alors, j'écoute bien, évidemment, il dit pas Monsieur Alain, il dit I miss you. Voilà. Hein, Oui. Alain, tu me manques. Et c'est quand même très surprenant comme message. Et très symbolique. Donc, évidemment, on l'a on l'a gardé. On n'a pas voulu le diffuser tant qu'Alain n'avait pas écouté. Donc, Alain est arrivé le dimanche matin. Après Automoto, on a une petite réunion. On lui a fait écouter le message. Il a été très surpris, très ému. Donc on a décidé de diffuser le message avant le départ de la course, hein, dans l'émission F1 à la une. Mais Alain est allé voir Ayrton à ce moment-là chez Williams le dimanche midi, et ils ont eu une conversation d'une quinzaine de minutes, voilà, à propos de ce manque, hein, de ce vide que Ayrton ressentait sans son alter ego. Comme quoi l'histoire d'Ayrton Senna est indissociable de celle d'Alain Prost. Et bon, on a vraiment tous les regrets du monde, comme tu l'as si bien dit, d'avoir perdu cet immense champion. On a tout dit, mais il est encore parmi nous quelque part à travers cette fondation. Voilà, je vous recommande d'aller voir le site de l'Institut Ayrton Senna au Brésil. Saudade, comme on dit en portugais.